Bonsoir Loïc. Bonsoir. Ou bonjour. Bonjour. Pour une fois, on n'enregistre pas le soir, je ne suis pas fatigué. Oh putain, pour une fois, c'est pas moi qui dis ça. Oui, je sors d'un café, on s'est levé tôt, c'est parfait. Ouais. Aujourd'hui, on enregistre au Bordeaux Neurocampus parce qu'on a la chance de faire une série d'épisodes pour la Semaine du cerveau. Et on a la joie de recevoir Mélie. Bonjour. Bonjour Mélie. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors, je vais faire un petit blabla pour expliquer qui tu es. Ok. Donc, Mélie Talaron. Oui. Tu es donc doctorante en neurosciences, évidemment, puisqu'on est au Bordeaux Neurocampus. Et tu es à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, donc à l'INSIA. Ouais. Tu es encadrée par Étienne Coutureau, que je connais un petit peu de loin, et Nathan Holmes. Non, ouais. mais j'en plus, le pire, c'est que je l'ai demandé. Le pire, c'est que je l'ai demandé. Je me suis dit, ah bah oui, comme Sherlock Holmes, c'est logique. Et j'ai quand même raté. Pas de souci. Voilà, ça c'est un classique. Non, mais en fait, voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que pour déstresser les gens, moi, je dis que des conneries. Du coup, les gens, après, ils sont là. Non, mais si c'est ça le niveau, ça va. Moi, je gère. Bien prononcer le nom de mon propre directeur de thèse, ça, normalement, ça va. Nathan Holmes. Pardon. Pas de souci. Pardon, Nathan. De toute façon, il serait déjà vexé parce que lui, il dit Nathan. Tu vois. Nathan. Si je m'appelle Nathan, je m'appelle Nathan. Ok. Sorry, non, Nathan. Non, il adore. Du coup, ton titre de thèse, donc on va découper le titre un petit peu, c'est « Comment le cerveau intègre les souvenirs sensoriels et émotionnels, une étude du préconditionnement sensoriel chez le rat ». C'est ça. Eh ben, ça a l'air super. Oui. Est-ce que d'abord, tu peux nous dire un peu comment t'en es arrivé à faire une thèse dans ça ? C'est quoi ton parcours ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors, à la base, j'ai fait mes études à l'ENS de Lyon. Ouais. Donc, c'est un parcours en 4 ans. Tu rentres la première année qui correspond à la troisième année de licence. Après 2 ans de master et une dernière année un peu de lab rotation où tu fais plusieurs stages dans différents labos. Et en M2, donc, j'ai fait mon stage avec Étienne Coutureau et Guillaume Ferreira, qui est un autre chercheur au Neurocampus. C'est super gentil. Super adorable. Tous les deux, trop bien. Et donc, j'ai travaillé sur le préconditionnement sensoriel, donc, qui est le cœur de mon sujet de thèse aujourd'hui. J'ai eu, à ce moment-là, en fait, il fallait qu'on rédige un rapport de stage sous la forme d'un article, etc. Et l'école demandait à ce qu'on ait des reviewers externes, donc, qui ne faisaient pas partie de notre labo, mais qui étaient quand même experts dans ce sur quoi on faisait le stage. Et donc, c'est comme ça que Étienne m'a donné le contact de Nathan, qui a donc revu mon rapport de stage et tout. Et j'avais déjà fait plusieurs stages en neuro et je savais que je voulais faire de la neuro, etc. Je n'étais pas encore sûre de faire une thèse à ce moment-là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce sujet que j'ai découvert avec Étienne et Nathan. Et donc, j'avais déjà dans l'idée de potentiellement soit faire un autre stage avec Nathan, soit continuant sur cette voie-là. Ça a été un peu compliqué parce que c'était l'époque Covid, post-Covid et tout. Oui. Donc le labo de Nathan est à Sydney, en Australie. Donc à ce moment-là, je pouvais pas, ils n'avaient pas rouvert les frontières, donc je ne pouvais pas voyager. Quoi. Donc j'ai un peu repoussé. Et puis à la fin de l'ENS, j'ai eu un contrat doctoral normalien. Et donc j'avais toujours dans cette envie de mettre un pied dans le labo de Nathan et gagner mon expertise là-dedans. Et donc, j'ai mis en place le contrat de co-tutelle qui me permettait d'être inscrite dans les 2 universités, donc Université de Bordeaux et puis UNSW à Sydney. Ok. Voilà. Le contrat normalien, tu l'as obtenu comment ? C'était un concours ou c'est Non, c'est un dossier. En fait, ils évaluent tes notes sur les 3 dernières années. Puis, en gros, tu prépares ton projet de thèse. Donc, tu renvoies un résumé du sujet et puis des lettres de motivation, des lettres de tes directeurs de thèse, ou de ton directeur de thèse, etc. Et puis après, c'est eux qui évaluent à qui ils donnent les contrats. En général, à mon époque, c'était assez facile, entre guillemets, de l'avoir, dans le sens où la plupart des gens de notre promo qui soumettaient avaient un contrat doctoral. Maintenant, apparemment, ça devient un peu plus strict. Mais voilà. C'est marrant, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu passes en dehors du concours de l'école doctorale. T'as pas besoin de valider non, j'ai ce pas concours. passé de. En fait, la sélection, elle se fait à l'entrée. Non, c'est pas une cifre. C'est encore la sélection à l'ENS, elle se fait à l'entrée. Du coup, c'est un peu dur de rentrer. Mais par contre, justement, c'est pour ça que c'est sélectif. C'est pas qu'une fois que tu y es, ils forment par la recherche pour la recherche, comme ils aiment bien le dire. Et du coup, à la fin, t'as les fameux CDSN qui sont un peu le Graal à obtenir
Ok. quand tu veux continuer dans la recherche, quoi. Mais du coup, c'est une école d'ingé qui, de base, est plus pour la recherche que pour. C'est faire pas ingénieur. une école d'ingé, c'est plus, Ok. c'est école normale supérieure, c'est Ouais, la- parce que enfin, c'est l'ENS, plus la dans ma recherche. tête, c'est une école d'ingé. Mais Ah, parce que celle de cognitique à Bordeaux, elle se vend quand même plus comme une école Ah d'ingé, ouais. il me semble. Mais Bah, il me semble aussi. Après, parce qu'on avait fait les pré-inscriptions quoi, pour aller voir Ouais. comment ça se passe. Et ouais, parce qu'on ça- s'est aussi demandé à la fin du master de neurosciences est-ce qu'on fait une Ouais, thèse, ouais, donc on a passé ouais, le concours. Est-ce qu'on fait le NSC pour faire cognitique? Est-ce qu'on Mais fait... ENSC, c'est quoi? C'est école normale supérieure cognitique. Ah, je Ça, connaissais c'est même à pas, tu vois. Talence, à Bordeaux. Purée, ok. Voilà. On a des potes de promo qui avaient fait ça. Non, en Aucun tout de cas, nous deux l'a ouais, fait, au final. ENS Aucun de de Lyon, nous ils se vendent, enfin, ils se mettent l'étiquette recherche. Hein. Ok. Ok, Totalement. ça marche. Ok. Et c'est marrant aussi l'évaluation de ton rapport, de ton mémoire de master qui est revu par des gens du domaine. Enfin, ça fait hyper sérieux pour, Ouais, j'ai envie de dire, oui, juste en un fait, c'est mémoire parce de. que c'est pas une. Enfin, ils prennent plus l'avis de l'expert, entre guillemets. C'est parce que, donc, à l'ENS de Lyon, j'étais au département de biologie. Ok. Et donc, c'est hyper large. On a eu des cours Oui. de neuro, pas beaucoup, du coup, mais biologie, Ouais, donc c'est bactériaux, bactériaux, machin, immuno, truc. viraux, Ouais, génétique. écologie. Tout ce qu'on a vu en licence, quoi. Biologie Voilà, tout végétale. ça. Voilà, tout ça. Du coup, en fait, on laisse carte blanche sur les stages qu'on fait. Ok. Et donc, eux, ils peuvent pas réunir Ouais, toutes les ouais. expertises Ils sur veulent, tout. normal. Donc, c'est Je juste pour comprends, savoir ouais. si on bullshit ou pas. Bah, c'est vrai que nous, Est-ce qu'on a dit n'importe quoi dans notre rapport ou pas du tout? ils Ouais, nous ouais. envoyaient des gens qui étaient qualifiés pour relire. J'ai l'impression que c'était sélectionné de façon plus aléatoire, quoi. Bah, nous, les rapports de stage, c'est par l'équipe pédagogique de neurosciences. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc, Et du coup, Bah comme là, c'est le c'était un petit neurocampus, truc, c'est ils 1000 avaient juste, chercheurs. oui. ça- Ouais, ils avaient juste une petite feuille à remplir, en gros. ok. Est-ce que ça fait de sens, etc. Ouais, je vois. Donc, tu avais un expert et un non-expert. Hmm. Puis, ils font la note à partir de ça. Mais du coup, ouais, c'est cool déjà d'avoir cette liberté de choisir n'importe quel labo, n'importe quel sujet. Ouais, c'est clair. Tu peux découvrir plein de trucs. Et moi, ça m'a aidé aussi pour voir si je voulais faire une thèse ou pas, d'explorer plusieurs sujets, plusieurs labs, plusieurs ambiances pour savoir au moins ce que tu veux pas faire. Ouais. Et voilà. J'ai aussi fait ça. Ouais. C'est comme ça que je connais Catherine Lemoine. Ah, d'accord, ok. Et du coup, ça Bah, m'a j'aimais bien Catherine, il n'y avait pas de Oui, souci. oui. Mais par contre, le labo, travailler sur les animaux et tout, Ah ouais. bah, déjà venir le week-end parce qu'il fallait leur faire des piqûres, ça me faisait chier. Mais Ouais, je comprends. Bon, après, t'as pas toujours besoin de venir Non, le week-end, non, c'est sûr. mais c'est sûr que je dans leur mettais des thématique... implants, donc ouais. j'étais obligée de Ouais. faire de... Mm. Voilà. Mais c'était pas... Le premier truc que tu dis dans le fait que t'es Oui. pas aimé, c'est qu'il fallait venir le week-end. Je comprends. Je suis 100% Bah, en avec toi. vrai, tu sais, ça compte aussi parce bah, pour moi, c'est un que élément quand c'est majeur, sur hein, 6 c'est- mois de stage, pourquoi pas, mais quand c'est sur 3-4 ans de Ouais, thèse, c'est bon... clair. Ouais. Ah, Ouais, je c'était suis 2 tout à mois fait déjà d'accord. et 2 mois faire du 8-19 Ah parce que ouais, j'avais ouais, de non, mais l'expé c'est toute la sûr, hein. journée. T'es là. Moi, Ouais, je suis c'est dur. contente d'avoir un protocole qui me demande pas trop de faire ça, donc franchement, j'en sors De- bien. C'est pour ça que je suis partie en clinique. Après, en clinique, tu as les horaires d'ouverture du service, c'est-à-dire 9h-17h. Ouais, c'est vrai, mais après, tu vois, tu t'arranges avec des êtres humains et tout, Ouais, faut les payer. Il y a Ils d'autres sont pas trop problématiques. contents. Ouais. Vous voulez participer à la recherche? Non. D'accord. Ok, tu vois, il faut Pitié. être poli. Moi, non. Ouais, c'est vrai. Ça a des mauvais, ça a des désavantages, c'est sûr. Faut qu'il soit consentant, tout ça. Non, c'est trop chiant. Voilà, le rat, tu prends, il est déjà tout content. Il est content. Il a un câlin? Oui, exactement. Un Exactement. câlin. Maintenant, on met dans la cage et t'appuies sur le levier. Merci. Même pas, moi, tu vois, ils ont rien à faire. Les miens, franchement, je suis cool. C'est vrai, j'ai vu un peu ton truc. Je pense que c'est pas Ouais. du opérant, donc non, ça va. non, ça va. Bon, avant de commencer à dire des trucs compliqués, on va décortiquer un peu du coup ton titre de thèse. Yes. Alors, premier mot que je pense est évident, mais qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde, c'est le mot sensoriel. Donc, je suppose que tu as fait référence au sens. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les sens, comment ça marche dans le Donc, cerveau en gros, les sens, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec notre environnement extérieur et de percevoir et interpréter cet environnement. Donc, les stimuli de l'environnement sont des choses de notre environnement qu'on donc, perçoit. Et nos organes des sens nous permettent de percevoir et interpréter ces signaux qui sont renvoyés par l'environnement. Donc, les classiques 5 sens qu'on connaît, vue, odorat, goût, ouïe, toucher. Mais bon, il y en a d'autres aussi. Et voilà, donc dans le cadre de ma thèse, stimulus sensoriel, c'est vraiment ce qu'on entend, ce qu'on peut percevoir avec nos organes des sens, quoi. Ok. Et les autres qu'on oublie tout le temps, c'est interoception, je suppose. Ouais, il y a interoception, Proprioception. thermoception, nociception,
proprioception. Je pense qu'il y a vraiment une longue liste sur laquelle je ne me penche pas. On reste sur des stimuli sensoriels qui sont très simples. Mais, juste pour rappeler aux gens que le 6e sens, en fait, ils ont tous un 6e sens parce qu'ils en ont plus que 6 en fait. Oui, c'est ça. On ne sait pas lequel c'est exactement le 6e. Mais c'est celui que vous voulez parce qu'il y en a d'autres. Exactement. Au choix. En l'occurrence, c'est pour voir les morts. Mais... ouais, celui-là, du coup, il n'est pas dans la liste a priori. Mais on peut le mettre 6e si ça fait plaisir aux gens. Pas tous qui l'ont apparemment. Donc. Tu parles aussi de souvenirs sensoriels et émotionnels. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui ne le sont pas, du coup? C'est quoi un souvenir sensoriel ou émotionnel ou émotionnel? Un souvenir sensoriel, ça va être le souvenir de stimulus, de ses modalités, de ses caractéristiques, etc. Donc si je te fais écouter un son, tu auras le souvenir juste des modalités de ce son. Un souvenir émotionnel ou qui a une charge émotionnelle avec ce stimulus-là, c'est tout simplement un souvenir qui va te provoquer une émotion ou qui t'a provoqué une émotion au moment où tu as vécu ce souvenir-là, cette expérience-là. Donc il peut être positif ou négatif. Ouais, tout à fait. Ok. Je continue mon décortiquage. Voilà, il reste le terme majeur, quoi. Mais, oui, mais je sais, mais j'y vais petit à petit. Oui, okay. Ça marche. Donc le terme majeur, c'est préconditionnement. Mais est-ce que d'abord, tu peux nous définir conditionnement? Parce que je ne connaissais même pas préconditionnement avant de le lire dans ton... Oui, justement. En fait, en général, on connaît conditionnement, donc il fait référence au conditionnement pavlovien, au conditionnement de premier ordre. Il y a plein de noms utilisés pour décrire ce conditionnement. Donc, effectivement, on revient en fait à cette notion de stimuli sensoriels, donc des choses qu'on perçoit de notre environnement. Il y a des stimuli qui sont neutres, quand on ne les connaît pas, quand on n'a pas d'expérience passée sur ces stimuli ou que l'expérience qu'on a eue ne nous a rien provoqué. Et il y a des stimuli qui sont pas neutres, donc qui vont provoquer une réaction biologique ou émotionnelle, que ce soit un animal ou un humain. Pour le coup, le conditionnement touche vraiment une gamme très très variée d'espèces, et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un mécanisme qui est partagé, qui est très très fondamental. Donc donc stimuli neutres et pas neutres. Donc un exemple de stimuli pas neutres, ça va être de la nourriture qui a une valeur positive pour nous. Ouais, genre Loïc, si je dis donut, là dans son cerveau, ça fait paf. Ouais. Exactement. Et s'il a un peu faim, ça peut peut-être même le faire gargouiller son ventre, saliver, etc. Et là, le conditionnement pavlovien marche super bien. Ouais, voilà. L'odeur du café qui est un peu dans la pièce, ça peut être positif aussi. Et en stimuli aversif, donc négatif, si je te mets une claque, voilà, la douleur peut te faire pleurer ou en tout cas te mettre en colère. Voilà. Donc, exemple de stimuli. Marcher sur un petit Lego. Par exemple, tout ce qui fait mal, en général, on est sur un stimuli pas neutre. Les odeurs aussi, mais parce que c'est un conditionnement, les odeurs. De base, c'est ça neutre. Ça dépend. Par exemple, je fais le parallèle avec le goût, mais donc sucré, salé, c'est des choses qui sont plutôt positives. Et amer, acide, on a tendance à le rejeter, donc c'est plutôt négatif. C'est pas, c'est pas neutre. C'est pas neutre de base et on apprend à pas aimer ça. C'est plutôt de base, c'est pas terrible, on apprend à aimer ça. Ouais, voilà. En général, typiquement le café, c'est un peu ce qui se passe. De base, on est un peu reluctant et puis à force, on apprend à l'aimer. Mais oui, de toute façon, n'importe quel pas n'importe quel, mais beaucoup de stimuli, même s'ils ont une valeur au départ. En fait, l'apprentissage, justement, fait que tu changes la valeur accordée à ce stimulus. Okay. Donc, en fait, le conditionnement, pour revenir à ça, c'est un type d'apprentissage par lequel un stimulus qui est à la base neutre peut acquérir une valeur et en tout cas peut acquérir la propriété de déclencher une réaction physiologique ou émotionnelle sur le sujet qui perçoit ce stimulus. Donc, ce phénomène, ça a été mis en évidence par Pavlov. Au début du XXe, lui, il travaillait sur les fameux chiens de Pavlov, du coup, où en fait, il nourrissait ses chiens. Donc la réaction du stimulus qui est la nourriture par le chien, c'est la salivation et ce qu'on évoquait avant. Et ce que Pavlov a fait, c'est qu'il a présenté la nourriture à ses chiens tout en faisant sonner une cloche.
Et donc, par la répétition de ces associations, le chien a appris que le bruit de la cloche prédisait l'arrivée de la nourriture. Et donc, à la fin, faire sonner la cloche, ça suffisait à faire saliver le chien. Donc là, le stimulus initialement neutre, qui est le bruit de la cloche, par le biais du conditionnement, à la fin, devient un stimulus conditionnel, où en fait, il acquiert cette propriété de déclencher une réaction. Voilà. Okay. Donc ça, c'est encore une fois, on l'a observé sur des chiens, mais ça marche très bien sur nous aussi. Oui, hein. oui. Elle a été très bien repris. Pavlov, tout le monde le sort même à tort et à travers aujourd'hui. Je sais que dans certaines communautés, c'est l'exemple ultime. Donc c'est vrai qu'on commence à bien le connaître. Exactement. Attention aux gens qui l'utilisent un peu n'importe comment en disant que tout n'est que conditionnement et donc ça peut aller loin. Là, tu pars dans les trucs, les théories un peu behavioristes. Ouais, exactement. Où justement, pour eux, tout comportement est le produit d'une association en fait. Et il y a quasiment rien d'inné. Puisque tout est issu de cet apprentissage. Bon, faut toujours un peu contrebalancer. Ouais, c'est sûr. Et puis ça, faut voir qui le dit, parce que moi, c'est surtout que je suis des communautés qui font par exemple beaucoup de sport et on va très vite utiliser. J'ai lu une fois un article et je suis un scientifique maintenant. Et je peux vous expliquer c'est sûr pourquoi. Que des fois, c'est un peu frustrant. C'est un sujet un peu je sensible. Que même quand on est dans le domaine, parfois on a du mal à mettre, tu vois, les limites. Qu'est-ce qui est du continuellement, qu'est-ce qui en est pas, tu vois, qu'est-ce qui est neutre, qu'est-ce qui est pas. En tout cas, c'est un sujet hyper intéressant. Mais on a un exemple parfait parce qu'on a regardé Domingo un streamer faire un react des trucs sur les animaux. Et il y a le coucou. Lui, il naît, il a déjà la capacité, donc pas apprise, parce qu'il vient de naître, à virer les œufs des autres espèces, de l'espèce dans laquelle on a pondu son œuf. Il se met sur le dos, il prend l'œuf et il le vire, il le jette du nid, quoi. Donc typiquement, c'est pas appris, ça. C'est inné. Son comportement, il est complètement inné. Ce genre de comportement, ça a été utilisé pour démonter un peu les théories behavioristes. Voilà, c'est le contre-exemple parfait du coucou qui fait... Exactement. Dans le même registre, je crois que c'est les oies... Je ne sais plus quel type d'oie aussi. Tu sais, en gros, quand elles sortent de l'œuf, la première forme mouvante qu'elles voient, ça va être la figure maternelle, en gros. Et du coup, elle va se mettre à la suivre, même si ce n'est pas la maman oie. Ou si c'est petit chat placé par là. Quoi. Exactement, oui. Je suis un chat, d'accord. Donc ils ont fait pas mal d'expériences où ils mettent un être humain. Jusqu'où on peut aller. Voilà, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'ils vont suivre. Et en fait, ça peut aller loin. C'est Lorenz qui avait fait ça. Je crois, oui. Je ne suis plus sûre, mais il me semble. Il me semble que c'est Lorenz. Vieux souvenirs de cours de neuro. On a un peu dévié du coup, mais on est parti du conditionnement. Et alors, quelle est cette frontière que vous avez franchie avec le préconditionnement ? Parce que moi, j'ai lu un peu le résumé de la thèse et j'avoue, ça m'a un peu perdu. Je ne suis pas sûr d'avoir tout capté. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, le préconditionnement sensoriel, ça fait partie du conditionnement d'ordre supérieur. Et donc, le conditionnement d'ordre supérieur, c'est une étape un peu en plus du conditionnement de premier ordre, dans le sens où là, le stimulus qui est initialement neutre et qui, par la suite, va provoquer la réaction au sujet, n'a jamais directement été associé avec le stimulus émotionnel. Ok. Voilà. Donc, il n'y aurait pas la cloche en même temps que la nourriture. Voilà, c'est ça. Donc, dans le cadre du préconditionnement sensoriel, ce qu'on fait, c'est qu'on associe d'abord deux stimuli neutres entre eux. Donc, dans mon protocole, on utilise un son et une lumière. Okay. Donc, en première étape, on fait en sorte que l'animal apprenne l'association entre ces deux stimuli. Okay. C'est des sons sympas ou c'est des sons random, des cloches ? C'est vraiment un bip qui dure 30 secondes. Quoi. Ouais, vraiment, un truc sympa. Tu mets pas la musique classique. Non, j'aurais bien aimé, mais bon, on y va mollo sur les rats quand même. Mais un bip et puis une lumière, un flash lumineux. Après, il y a différents types de sons que tu peux utiliser, différents types de lumière. Donc ça, c'est un apprentissage qui est vraiment latent dans le sens où les rats n'ont pas été exposés à ces stimuli avant et il n'y a aucune récompense ou punition qui est associée à ça. Okay. Donc c'est vraiment première étape basique. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape, c'est du coup de prendre un des stimuli qui a été présenté et là de l'associer avec un stimulus, donc dans mon cas aversif, donc qui est le stimulus émotionnel. Donc ça correspond au conditionnement pavlovien, l'association directe entre les deux. Et à la fin, on teste le stimulus qui n'a pas été associé avec ce en fait, c'est hyper simple. J'étais peut-être mal réveillée. Non, mais en fait, alors moi j'avais compris. Je trouve que c'est trop bien parce que justement, c'est simple. Mais en même temps, du coup, tous les processus neuronaux derrière sont un peu plus complexes. Alors ça, et en même temps, c'est présent partout, tu vois, et on s'en rend pas forcément compte alors que c'est super simple, quoi.
Donc ça veut dire que dans ton cas, par exemple, toi, tu as ton son et ta lumière. Tu vas prendre, par exemple, le son, tu vas l'associer avec le fait de prendre une petite décharge dans la pâte, en gros. Ouais, c'est donc ce genre de choses qu'on utilise, c'est un petit choc électrique à la pâte. La pâte qui fait pas vraiment mal, mais qui gêne, quoi. Ça blesse pas l'animal, mais c'est inconfortable. Voilà, c'est ça. Et après, tu vas lui présenter du coup l'autre, donc la lumière, et tu vas voir s'il a la même réaction que ce que... Ouais, c'est ça. Du coup, oui, effectivement, c'était pas très compliqué. T'étais pas réveillé. Non, peut-être, Non, c'est plus que quand tu dis son, lumière, c'est beaucoup plus simple et direct que quand tu lis stimulus A. S1, S2, associé à US. On est obligé de généraliser parce que, là, je vous donne l'exemple d'un son et d'une lumière, mais comme on l'a dit, ça marcherait avec n'importe quel autre stimulus sensoriel. Donc, voilà, S2 pour parler du stimulus qui n'est pas directement associé, qui est notre stimulus d'intérêt qu'on teste, et S1 qui est le stimulus directement associé. Du coup, on va peut-être pouvoir aller vers ton hypothèse maintenant qu'on comprend un peu comment ça se passe. Parce que j'imagine que c'est quelque chose qui a déjà été observé, ce conditionnement secondaire, j'allais dire, préconditionnement. Du coup, qu'est-ce que tu cherches à démontrer? Qu'est-ce qui t'intéresse spécifiquement avec ça, toi? Nous, on cherche les bases neurales de ce conditionnement, préconditionnement. Donc, comment en fait le cerveau apprend ces associations entre stimuli, comment il les intègre, donc comment il fait le raisonnement que par son expérience passée, tel stimulus qui pourtant n'a jamais été associé directement au danger peut quand même prédire un signal de danger. Donc il y a plein de régions du cerveau qui ont été mises en évidence comme importantes pour ce processus-là. Et on essaie un peu de comprendre au niveau du circuit, au niveau de ces régions-là, quand est-ce qu'elles sont importantes, comment elles sont importantes, avec qui elles communiquent pour cet apprentissage. Et alors, ça semble simple comme ça, mais comment on fait pour faire tout ça chez des tout petits rats? Oui. Vous interagissez à quel niveau à peu près et ça te prend combien d'expérience pour montrer tout ça, quoi? Pour l'instant, je suis plus au niveau régional, donc je cible une région du cerveau et je vois si oui ou non elle est impliquée dans le protocole. Et donc ce qu'on fait, c'est un protocole grosso modo qui est en 3 étapes. Juste pour rappeler, donc première étape, c'est l'association des 2 stimuli neutres, qui est le préconditionnement. Deuxième étape, le conditionnement direct. Et troisième étape, ça va être le test. Et donc l'idée, c'est d'inactiver la région qu'on cible à durant l'un des 3 phases. Voilà, c'est ça. Et de mesurer l'impact de cette inactivation sur la réponse comportementale au moment du test. Donc, le protocole en soi n'est pas très long. En tout, il fait 1 semaine. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu es obligé d'avoir soit beaucoup de groupes, soit faire plusieurs expériences différentes pour tester sur chaque phase cet effet-là. Tu dois faire chaque condition. Est-ce que c'est des trucs réversibles, c'est-à-dire que chaque rat peut être dans chacune des conditions ou est-ce que chaque inhibition de la région, elle est définitive et donc tu peux pas le reprendre pour un autre groupe pour lui refaire faire une phase? En général, l'inhibition est temporaire. Donc il va avoir sa région du cerveau inactivée à tel moment et pas aux autres. Mais pour des raisons de comparaison entre les groupes, un rat qui a été inactivé en étape 1, par exemple, je vais pas pouvoir je pourrais l'inactiver en étape 2, mais ça ne serait pas le même questionnement scientifique. Mais tu pourrais refaire une expérience avec un autre son, une autre lumière ou un autre truc et refaire un... Tu vois, la difficulté, là, c'est que, en fait, on peut pas trop réutiliser les rats dans le sens où, une fois qu'ils ont appris une fois le comportement, qu'ils ont eu une fois le protocole, ils sont plus naïfs. Donc, tu peux pas distinguer l'effet d'avoir eu cette expérience avant. Et donc, c'est un peu... dans ce sens-là, chaque rat est unique, du coup. Ça rajouterait trop de variables et tu sais plus exactement. Je comprends. D'un point de vue anatomique, c'est quoi les régions qui sont impliquées dans la mémoire? Et c'est laquelle que tu cibles, toi, particulièrement? Donc dans le cadre du préconditionnement sensoriel, ça va déjà dépendre du type de stimuli que tu utilises, puisque du coup, la modalité va influencer quelle région corticale prenne en charge ces informations. Dans le cadre quand on utilise un son et une lumière, en l'occurrence, c'est le cortex périrénal qui s'occupe de faire cette association entre le son et la lumière. Périrénal, c'est un temporal? Ouais, temporal. Yes. Là, quasiment toutes les régions que je cible, elles sont dans le temporal. C'est ça. Voilà. Et pour tout ce qui est émotionnel, c'est l'amygdale. Classique. Basolatéral,
pour charger des émotions. Et après, moi, je m'intéresse aussi à une autre région qui est l'hippocampe, qui est pas... on est en train de délucider ça, mais qui est peut-être pas forcément spécifique pour le coup de la modalité utilisée. Et on essaye de comprendre quel est son rôle justement dans le préconditionnement sensoriel. Est-ce qu'on est plus sur un apprentissage d'association? Est-ce qu'on est plus sur retrouver ces associations au moment du test ou les intégrer, etc. Voilà. À quelle étape de l'apprentissage ou de la récupération de l'information se situe et utiliser l'hippocampe, c'est un peu ça la question. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est... l'étape clé qui nous intéresse, c'est le moment de l'intégration, que je n'ai pas trop expliqué, mais que je peux le faire. Parce que, donc, en fait, comme il y a 2 types d'associations qui sont apprises, l'association neutre entre le son et la lumière, et puis l'association émotionnelle entre, mettons, la lumière et le choc électrique, il faut qu'il y ait un moment où le rat intègre ces 2 associations pour comprendre que le son peut aussi être dangereux, potentiellement. Et donc, il y a plusieurs types d'intégration qui sont possibles. Il y a une intégration qui est dite médiée, mediated learning, où cette intégration va avoir lieu pendant l'étape 2, donc pendant le conditionnement pavlovien, et où en fait, quand on va présenter le stimulus qui est directement associé au danger, ça va réactiver dans le cerveau le souvenir de l'autre stimulus. Et donc, tu as une association directe, entre guillemets, qui est faite à ce moment-là entre... le S2, du coup, le son, mettons, et le danger. Donc, dans ce type d'intégration, tu as la formation d'un, entre guillemets, faux souvenir, dans le sens où le rat apprend qu'il y a un lien direct entre le son et le choc électrique, même si le son n'est pas physiquement présenté. Et donc, quand tu présentes le son à l'étape de test, il va avoir peur, ou en tout cas, il va être sur la défensive. Voilà, donc ça, c'est l'intégration médiée. Et il y a un autre type d'intégration qui s'appelle chaining integration, donc intégration en chaîne, où celle-ci se fait au moment du test, en fait, donc il ne se passe rien de particulier en étape 1 et en étape 2, mais au moment du test où tu présentes le son, si on revient sur cet exemple-là, le son réactive le souvenir de la lumière, et comme la lumière a été associée au danger, ça réactive le souvenir du danger, et du coup, le rat va avoir peur. Voilà. Sans qu'il y ait d'association directe, voilà, donc là, même indirecte. C'est ça. Bon, après, les 2 types d'intégration ne sont pas exclusifs. Il y a les 2 qui arrivent dans le protocole. Et donc, mais par contre, ils font appel à différents processus neuronaux. Voilà. Et donc, on essaye un peu de voir quel type d'intégration, quelle région du cerveau est impliquée dans quel type d'intégration, et quelle proportion ça... la proportion, et surtout dans quelle... tu as des conditions qui vont favoriser un type d'intégration par rapport à l'autre. Donc, dans le labo, on essaye aussi de comprendre quelles sont ces limites de conditions. Comment alors, c'est un peu ce que tu viens de dire peut-être, mais comment tu fais pour savoir, et est-ce que tu explores toutes les possibilités d'intervalle entre les stimuli pour qu'ils soient associés? C'est-à-dire que j'imagine si tu fais le son et la lumière avec 2 heures d'écart, il ne va pas les associer. Donc, est-ce que c'est la littérature qui te dit quels sont les paramètres à utiliser, ou c'est toi qui les explores en amont pour trouver le conditionnement et préconditionnement optimal? Donc, dans mon cas, ça a pas mal été étudié dans la littérature. Et évidemment, en fait, tu as plusieurs types de présentation des stimuli. Les 3 principales, ça va être simultané, donc tu mets les 2 en même temps. Ou alors l'un qui va suivre l'autre, mais directement après. Ou alors l'un qui va suivre l'autre, mais avec un faible délai temporel. Donc ça s'appelle le trace conditioning. Et voilà, une fois que tu allonges ce délai temporel, effectivement, il y a une limite où l'association ne va plus être créée. Et c'est d'ailleurs utilisé, nos groupes contrôle, ce sont ce genre d'appareillement où en fait, on n'associe pas ensemble les 2 stimuli. Du coup, il n'y a pas d'apprentissage qui peut être exécuté. Ok. Et une autre question par rapport à la méthode, on est passé un peu vite en mode j'inactive une version. Je claque des doigts et c'est inactivé. Et voyons. Mais j'imagine. Petit clin d'œil au rat. Hippocampe éteint. Voilà. Et hop, switch on. On peut revenir sur la méthodologie un peu utilisée. Oui. Donc moi, j'ai utilisé une méthode très classique pharmacologique où on injecte une substance qui s'appelle le mucimol et qui vient éteindre en gros les neurones de la région d'intérêt. Ok, donc c'est au moment où vous l'injectez qu'il faut être précis, et après l'inhibition elle se fait de façon non spécifique, c'est vraiment tous les neurones. C'est un agoniste des neurones GABAergiques, donc oui, ça va activement éteindre, inhiber l'activité dans cette région. Ok, ça marche. Et donc en amont, on fait une chirurgie où on implante des canules à l'intérieur
de la région d'intérêt Ok. pour qu'on puisse justement mettre la substance directement dans cette région Ouais, je au vois. Oui, parce que moment le but, d'intérêt. c'est pas d'éteindre le cerveau en entier, quoi. Voilà, ouais. Il faut être un petit peu précis, je suppose. Sinon, bon, ça peut être utile de dire qu'un cerveau est nécessaire pour apprendre, mais Voilà. bon, je Il a ne vais pas besoin révolutionner la il science. a besoin de bouger, Ouais, ouais. d'avoir un cerveau un minimum actif. Pourquoi pas, hein. Ça implique le cerveau. Merci. Ouais. Ah, je vais faire un nature avec ça, hein. Je pense. Et c'est pareil, j'imagine qu'il y a la littérature qui donne les doses et tout, parce que ça me paraît tellement Oui, difficile de bien sûr. savoir comment tu inactives juste une petite zone. Donc, Ouais. Ok. Bah, bon, pour le coup, l'hippocampe, c'est quand même assez grand. Ouais. Mais oui. Surtout chez les rats, par rapport ouais. à nous. Ouais, les nôtres sont plus petits, ouais. Enfin, proportionnellement. Proportionnellement, ouais, j'imagine. c'est assez grand. Oui. mais ouais, il y a des papiers Ok. qui ont déjà utilisé cette méthode. On n'est pas du tout révolutionnaire en termes de méthode Ouais, pharmacologique là. Ça marche. Mais après, bon, c'est toujours parfois il faut quand même réadapter et tout. Oui, bien sûr. Donc tu peux faire des études pilotes ou quoi, mais moi j'ai pas trop eu besoin d'en faire. Ok. Ça a plutôt directement bien marché. Et tu as dit que ça te prenait une semaine de protocole Ouais. pour la phase d'apprentissage, enfin pour les deux préconditionnement dans les deux cas. Ça te prend combien de temps d'essai tu dois lui présenter les deux stimuli en même temps ou quasiment en même temps. Ouais. Ça prend du temps à ce qu'il apprenne, à ce qu'il se conditionne ou pas tant que ça. Il y a non, ça quelques va. essais ou peut-être des dizaines, vingtaines d'essais. On présente le même nombre de présentations à tous les rats. Mhm. Et donc ça se fait sur une session de 1 heure à peu près, 45 minutes, où ils ont eu 8 fois la présentation du son et de la lumière. Donc nous, moi, j'utilise pas de présentation simultanée. Je fais une présentation en série où le son précède la lumière. Okay. Et donc, ouais, en fait, les étapes sont séparées de 24 heures. Et là, cette première étape, elle dure 45 minutes et 8 présentations. Et la raison pour laquelle ça dure une semaine, c'est que on fait des sessions d'habituation au contexte et d'extinction du contexte, puisqu'évidemment, quand en gros le rat va recevoir la lumière avec le choc électrique, il y a une partie de l'apprentissage de peur qui peut s'associer à la lumière, mais aussi à tout le reste, donc tout le contexte dans lequel le rat se situe. Dans quelle cage, dans quelle pièce. Voilà, exactement. Et donc, les 2 jours qui suivent, on place juste le rat dans cette même cage sans qu'il se passe rien, pour qu'il comprenne que le danger ne vient pas de la cage ou de l'expérimentateur, etc., mais vraiment de la lumière, quoi. Donc, voilà, ça plus ça fait une semaine au final. Ouais. Mais c'est plutôt court. Est-ce qu'en théorie, le conditionnement et le préconditionnement, ils fonctionneraient avec n'importe quel des sens qu'on a discuté plus tôt? Parce que là, lumière, son, j'imagine c'est aussi par praticité. Oui, potentiellement, ça pourrait être vraiment n'importe quel autre. Ouais, il y a une variété de protocoles qui existent et qui utilisent d'autres stimuli. Ce serait juste d'autres régions cérébrales. J'ai pensé que Catherine Lemoine, quand j'étais en stage, elle faisait avec l'odeur de menthe et odeur de je sais plus quoi pour des bras de pour conditionner les rats à pas aller sur un bras d'un labyrinthe. Ouais, il y a pas mal odeur et goût. C'est le protocole sur lequel j'avais travaillé quand j'étais en master, c'était gustatif. Donc là, c'était des mélanges de goûts. On avait par exemple quinine et sucrose, et puis un truc acide, et puis salé, quoi. Ouais. Et donc après, tu associes juste un de ces 4 goûts à quelque chose d'aversif. Tu testes le deuxième. En fait, là, instinctivement, j'ai l'impression que c'est plus facile à contrôler un son et une lumière d'un point de vue de la répétabilité, parce que tu me dis odeur, mais comment tu mesures en fait, pour avoir toujours la même intensité d'odeur quand tu lui présentes, tu vois ce que je veux dire? Le son, tu sais que tu l'utilises des décibels. La lumière, tu vas utiliser un luxmètre. Comment tu contrôles la quantité d'odeur que tu fournis Je pense que tu dois avoir des paramètres réglables dans ta machine. Après, c'est sûr que tu ne peux pas contrôler la façon dont l'animal va percevoir. Ça a l'air plus... mais si tu t'arranges pour que les molécules soient suffisamment différentes pour qu'ils puissent bien les discriminer, parce qu'en fait, c'est plus la discrimination des odeurs plus que la perception en tant que telle. On s'en fout qu'il aime bien ou pas l'odeur, en fait. Non, c'était pas tant qu'il aime ou pas, c'était que l'intensité soit toujours la même. Oui, tu mets de toute façon tu le mets en suffisamment grande quantité pour qu'elle soit perceptible. Puis ils ont de toute façon un organe voméronasal qui est bien plus important que nous. Et l'odorat, eux, ils peuvent te suivre à la trace rien qu'à l'odeur. Toi, tu le ferais pas. Mais c'est vrai que sur ce genre de protocole, en général, où on utilise des odeurs ou des goûts, on passe plus sur un within exact subject. En gros, au lieu de comparer des groupes de rats
qui ont reçu, donc dans mon cas, son et lumière appariés avec des rats qui n'ont pas reçu cette association directe. Là, tu vas comparer un même rat, sa préférence pour un goût ou l'autre. Donc, tu vas avoir des mélanges de goût, 2 mélanges de goût en phase 1 au lieu d'un seul. Et donc, tu mesures une préférence plutôt qu'une différence entre groupes. Et en vrai, ça a l'air d'être un petit détail, mais ça change aussi la façon dont le cerveau enregistre tout ça. Parce que comme tu l'as dit, il y a une étape de discrimination qu'il n'y a pas forcément dans le protocole que moi j'utilise, par exemple. Oui, parce que de toute façon, c'est 2 sens différents, il n'y a pas de logique que ton cerveau il essaie de capter la différence entre un son et une lumière. Il n'a pas besoin de comparer 2 sons, de comparer 2 lumières. C'est des trucs suffisamment différents de base. Et quelque chose d'autre qui change aussi, c'est que quand tu utilises un protocole avec du gustatif, tu vas priver un peu tes animaux en eau pour qu'il y ait une motivation pour qu'ils boivent les solutions. Okay. Et donc là, c'est intéressant aussi, mais tu as cet effet de l'animal qui a un peu soif, il va porter une attention différente aux stimuli que tu lui présentes. Bien sûr. Alors que là, quand avec des sons et des lumières, l'avantage, c'est qu'on est sur un état totalement neutre et basal de l'animal. Oui, ça change ni sa nourriture, ni sa façon de dormir, ni rien du tout. C'est pour ça que j'ai pas besoin de les nourrir le week-end. Eh oui, ça c'est pratique. Voilà. Ok. Où est-ce qu'on en était ? Ah oui, on a fait le tour des méthodes. Quelques résultats peut-être. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Donc mon principal focus a été sur l'hippocampe. Donc j'ai testé est-ce qu'il est nécessaire en phase 1, phase 2 ou au test. Avec une distinction sur le rat, l'hippocampe dorsal et l'hippocampe ventral. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même une grosse région. Et la partie dorsale et la partie ventrale sont connues pour avoir des fonctions un peu différentes. Donc on les a interrogées différemment. En gros, dorsal et ventral, ça fait genre dessus de la tête plus menton. En gros, en gros, ouais. Oui, je sais pas où c'est le menton d'un rat, mais. Pas menton, mais sous la tête, quoi. Parce qu'en fait, oui, donc dorsal, ça va être au-dessus de la tête et ventral, ça va être plus vers le sol au final. C'est ça. Et donc, on a trouvé, c'était cool de faire cette distinction parce qu'on a eu des résultats vraiment différents. On a vu que l'hippocampe ventral, il est nécessaire quasiment à chaque étape du protocole et pour chaque type d'association. Donc l'association avec le stimulus indirect et l'association directe. Donc il est impliqué dans l'apprentissage de façon générale, quoi. Ouais. Okay. Et après, du coup, la prochaine étape, ça va être essayer de savoir justement est-ce que c'est un apprentissage général ou est-ce que c'est qu'il y a plusieurs fonctions et qu'elles sont toutes mobilisées pendant le préconditionnement sensoriel. Et l'hippocampe dorsal, il est spécifiquement nécessaire pour l'intégration des souvenirs. Donc, dans le cadre de mon protocole, j'avais dit il y a 2 types d'intégration, l'intégration médiée et on-chaining. Dans le cadre de mon protocole, l'intégration principale, c'est l'intégration médiée, donc pendant la 2e étape. Et donc, l'hippocampe dorsal est impliqué dans cette intégration-là, à ce moment-là, et uniquement donc pour la création de faux souvenirs, techniquement. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, il n'est pas impliqué pour le conditionnement direct pavlovien. Bon, ça, c'était pas nouveau, c'était des choses qu'on a répliquées. Mais voilà, il y a cet aspect où il est uniquement nécessaire à l'intégration. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, sur les résultats que j'ai eus, il n'est pas impliqué dans l'apprentissage de l'association neutre en étape 1. Donc, en fait, la plupart des résultats et des patterns qu'on voit sur d'autres régions du cerveau, c'est qu'elles sont impliquées pour apprendre en étape 1 l'association neutre, donc le son et la lumière, et ensuite parce qu'elles ont encodé cette association, et bien pour retrouver l'information au moment de l'étape 2, au moment de l'intégration, elles sont nécessaires. Du coup, c'est intéressant de voir que c'est pas le cas de l'hippocampe dorsal et qu'il y a apparemment un rôle vraiment spécifique dans l'intégration qui est assez cohérent avec d'autres études sur d'autres mécanismes d'intégration de souvenirs qui sont pas forcément émotionnels. Mais juste tu vas mettre ensemble deux associations d'idées pour en générer une 3e, tu vois. Ouais, justement, quand on a expliqué tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Il y avait eu un article sur les neurones impliqués. Quand par exemple tu vas dire Rachel Green, tu vas parler de Joey Tribbiani, machin, tu peux dire plein de noms relatifs à Friends. Et en fait, dans ton cerveau, le mot Friends, il vient immédiatement, alors que personne ne l'a prononcé autour de la table. Parce que par association d'idées, tu as des concepts. Si tu vois l'image de l'actrice, tu sais que tu penses à Friends, alors que c'est juste une actrice. Ouais, c'est ça. Parce que tu vas mettre ensemble des idées, même que tu as acquises il y a vraiment longtemps, mais juste ça va te revenir parce que tu as le bon stimulus en face de toi. Et oui, c'est un mécanisme d'adaptation, d'apprentissage qui est hyper utile. Même juste,
là, je vous croise tous les deux. Si demain, je te croise avec une autre pote, je vais peut-être me dire que c'est aussi la pote de quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il y a plein de raisonnements qui sont faits par intégration et qui, du coup, nécessitent visiblement l'hippocampe. Ok. Alors moi, je reviens peut-être un peu en arrière et je m'étais noté une question que j'aurais aimé poser plus tôt. C'était dans ton descriptif de thèse où tu remettais ton travail vis-à-vis de la théorie de l'apprentissage, comme vous l'avez nommé. Et c'était présenté comme une grande théorie que j'étais censé connaître et que ça m'a rien dit comme ça. Non, c'est plus de comment, justement, les bases comportementales, comment un animal ou un être humain apprend à associer des stimuli entre eux. Ouais, d'accord. Voilà, ce que j'ai expliqué avec l'intégration médiée ou en chaîne, ce genre de théorie. Dans ce cadre-là. Okay. Ouais, c'est ça. Ça marche. Et sinon, c'est tout pour moi. Ouais. Est-ce qu'on a oublié des choses sur la méthode, les résultats, des choses que tu aimerais dire ? Non, je pense que ça va. On a fait le pour tour. l'instant, oui. Ok. Après, je sais pas, c'est hyper utile de savoir vraiment quelle région du cerveau, à quel moment, tout le temps. C'est plus intéressant de savoir quelle est l'approche qu'on utilise pour questionner ça. C'est sûr, surtout que je pense que pour une présentation de résultats précis et en neurosciences, des schémas, quoi. Parce que c'est ça. À l'audio, la purge. Toutes les régions, surtout quand on les connaît pas, c'est pas très intéressant. Après, pour la semaine du cerveau, on peut demander à chaque personne qui passe de faire un petit schéma pour expliquer. Tu rajoutes des devoirs. Je rajoute des devoirs à la maison. Je suis contente d'être passée en première. Tu fais partie du devoir à la maison. Oups. Éventuellement, ça serait une idée, mais j'ai vraiment pas envie de forcer les gens à travailler. Non, moi non plus. Donc bon, à voir, à réfléchir. C'est au volontariat. Après, si ça facilite leur travail à eux, parce que si c'est plus facile d'expliquer via un schéma, ils seront peut-être contents de le faire aussi. Donc, à voir. C'est sûr. Ça nous ferait des visuels pour Instagram. Ça ferait un petit schéma pour expliquer, pour aller avec. Comme ça, les gens, quand ils écoutent l'épisode, ils ont le schéma sous les yeux, ils font « Ah oui, ça !» Ouais, exactement. De ça, on parle. Je sais pas si les gens ils écoutent. Non, ils le font pas. Je crois qu'ils font la vaisselle ou qu'ils courent. Oui, c'est sûr. Bon, mais très bien. Question pas vraiment en dehors de ta thèse, mais déjà, la thèse, est-ce que c'est une expérience que tu recommandes ? Est-ce que ça se passe bien, ta thèse ? Est-ce que ça se passe... Moi, ça se passe hyper bien. Ouais. Le fait d'être en co-tutelle et du coup d'avoir donc 2 superviseurs, Étienne et Nathan, j'ai voyagé en Australie pour les 2 premières années de ma thèse. Je suis revenue en décembre. Donc, en fait, rien que ça, c'est incroyable. J'ai vraiment eu un cadre de vie incroyable et un cadre de travail incroyable, puisque du coup, j'ai fait cette démarche d'aller vers un laboratoire expert du préconditionnement sensoriel. Et puis, je m'entends très, très bien avec mes directeurs de thèse. Il y a vraiment cette complémentarité dans les approches, dans le savoir, où en fait, moi, je bénéficie de tout. J'ai tout en double et en même temps tout complémentaire. Donc ça se passe hyper bien, quoi. Les infrastructures en Australie, elles sont bien, du coup, c'est les labos et tout. Ouais. Là, l'université où j'ai été et l'école où j'ai été, il y a vraiment beaucoup de labos et la collaboration est très très facile. En fait, d'un étage à l'autre, tu auras le renseignement que tu veux, le matériel que tu veux. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, le fait que je suis allée parce qu'ils avaient déjà tout leur protocole et tout leur matos. Donc moi aussi, j'ai gagné du temps dans ma thèse où j'ai pas eu à développer ou à valider des protocoles. Ouais, c'est sûr que ça fait toute la différence. Ouais, c'est ça. Donc, je suis hyper reconnaissante, en tout cas. Trop bien. Okay. Et est-ce que tu fais des activités en dehors de ta thèse pour sortir la tête de l'eau de temps en temps ? Est-ce que tu faisais du surf en Australie ? Oui, un petit peu. J'ai pas beaucoup, mais oui, j'ai un petit peu surfé. J'ai voyagé, j'ai visité, même juste... en fait, déplacer son quotidien dans un autre pays, déjà, ça fait quelque chose de tout à fait nouveau. C'est sûr, Donc, j'ai quand même du temps pour moi. Et ça aide à mieux vivre la thèse, quoi. En tout cas, ta soutenance, tu l'as fait en France derrière Ouais, alors particularité, c'est qu'en Australie, en tout cas dans mon champ disciplinaire, ils font pas de soutenance orale. Okay. Donc juste ils soumettent à l'écrit, voilà, et puis c'est fini. Donc, mais là, comme je suis dans le contrat où je suis aussi inscrite en France, il faut que je fasse une défense. Donc je la ferai en France. Ok. C'est à la fin de l'année ou tu as encore un an ? Mon contrat, là, il se finit octobre 2025, donc fin d'année, mais on va étendre d'1 an. Classique. C'est pour ça que je demande, parce que je savais que tu arrives à la fin de la 3e, mais en vrai, on sait tous que Neurocampus, maintenant, c'est 4. Ouais, c'est ça, donc 2026. Ok.
Tu dis au Neurocampus spécifiquement 4 ans De plus en plus, ouais. Okay. Ça devient... Dans les autres disciplines, j'ai pas eu l'impression que ça avait augmenté, en tout cas pour les gens que je connais qui font des thèses ou quoi. Par contre, au Neurocampus, de plus en plus, quand j'étais en thèse et depuis, j'ai l'impression que ça se normalise de plus en plus de demander une 4e année parce que, en gros, les protocoles de recherche sont complexifiés. Et donc, du coup, tu es obligé de mettre plein de techniques qui rajoutent du temps sur plein d'étapes de reproduction des trucs qui ont déjà été faits, rajouter une nouvelle étape, etc. Et ça, c'est pas forcément faisable en 3 ans. Ouais, c'est clair. Puis bon, moi je te dis une semaine, franchement c'est court, mais tu as des protocoles, même juste le comportement, c'est des semaines. Donc quand tu dois refaire ça, ou quand à ça tu rajoutes une technique d'injection d'un virus qui met du temps à s'exprimer et tout. Il suffit d'un problème de manip. Quand tu dois faire une chirurgie, que l'animal doit se remettre de cette chirurgie, qu'après tu dois lui faire apprendre des trucs, qu'après tu dois lui faire tester le protocole, enfin, ça tu rajoutes... Ouais, c'est ça. Et tu multiplies par le nombre d'animaux sur lesquels tu travailles. Donc ouais, complètement. Comme tu dis, pour peu qu'il y ait un problème technique ou de résultat ou quoi, tu réajustes ton hypothèse, tu recommences. Je pense qu'on a tous un moment dans nos thèses où il y a une année où il n'y a rien qui marche. Oui. Et c'est normal. Faut persister. Le protocole sur lequel je devais travailler pour ma thèse n'a jamais commencé. Voilà. Ah, ok, waouh. Pratique ça. Tu perds du temps à juste commencer. Voilà, juste écrire des trucs. Heureusement qu'on avait mis en place une autre étude en parallèle qui permettait de répondre quand même aux questions, parce que sinon c'était foutu. Ouais. Non, mais bon, faut être ouvert à ce genre d'aléas, quoi. Voilà, les aléas de la thèse. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré et d'avoir une bonne relation aussi avec son ou sa directeur de thèse, quoi. Ça, c'est clair. Donc, ça devient vite la pagaille sinon. Ok. On est pas mal. Ouais. Dernière question sur l'après-thèse. Qu'est-ce que tu souhaites ? Est-ce que tu as déjà pensé ? Tu sais pas. Non, j'y pense un peu. En vrai, j'aimerais beaucoup retourner en Australie. Ouais. Du coup, l'avantage aussi, c'est que j'ai pas mal networké là-bas. Donc, j'ai pas mal de contacts aussi. Je sais que j'aurais potentiellement des labs qui pourraient m'accueillir. Et moi, je ne serais pas contre. Donc, voilà, si c'est possible à ce moment-là, je pense que j'essaierai de revenir. Donc, c'est plutôt post-doc, recherche publique. Ouais, post-doc, ouais, toujours là-dedans. Ok, c'est bien. Très bon plan. Ça m'a plu assez pour que j'y reste pour l'instant. Mais tu vas passer par une phase où tu vas te détester ta thèse. Ah oui, non, c'est sûr. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Surtout, tu y reviendras. Tu vas dire, en fait, c'était pas si mal ce que j'ai fait. Je trouvais ça horrible, mais en fait, ça va. Ouais. J'essaye de prendre du recul quand même à chaque fois. Donc, c'est cool. Même quand ça se passe pas très bien, on sait pourquoi ça se passe pas très bien. Donc, c'est les aléas de la recherche. Et on comprend bien ton envie d'aller chercher le soleil aussi. Ouais. Purée, je suis venue en décembre, là. Le choc thermique. Après 2 ans. T'en as marre de la pluie c'est tout le temps comme ça. Après 2 ans, ça a dû faire bizarre, effectivement. Ouais. Ok, trop bien. Je pense qu'on a fait un tour c'est assez exhaustif. Ouais. Ok. Est-ce qu'on ferait pas des petites recommandations ? Ça dépend. T'en as ? Oui. Ok. Vas-y, on t'écoute en premier alors. Ok. Comme on parle de conditionnement, ça m'a fait penser à un épisode de The Office. Ok. Donc il y a un épisode de The Office où on teste le conditionnement. Et donc je vous recommande la série The Office US parce que dedans, c'est saison 2, 3 peut-être, un truc comme ça, je pense. Je saurais pas dire. C'est une interaction entre Dwight et Jim où il lui fait faire du conditionnement avec du chocolat. Du coup, vous pouvez avoir une expérience visuelle de à quoi ça correspond le conditionnement sur un être humain. Avec le bruit de Windows qui s'éteint. Il éteint son PC et à chaque fois, il lui donne un chocolat. Et ensuite, juste, il éteint Windows et il attend que l'autre l'étende la main. Il tend Exactement. la main. Et il est en mode, tu veux quoi ? Pourquoi tu tends la main ? Voilà. Typiquement, effectivement. Bon, par contre, Rocco The Office, je pense que tout le monde a vu. Mais j'avais d'autres recos. Est-ce que tu as un truc plus oui, niche ? j'ai notre reco. Il faut juste que je remette Internet parce que sinon, je ne vais pas retrouver le titre de ce que je cherche. C'était une reco des revues du Monde. Et c'était... Est-ce que j'ai mis là-dedans ? Sinon, en plus niche, je peux donner la mienne. C'est un bouquin vas-y, on peut le faire en tout temps. Qui a été écrit par Bob Sox, qui est un chercheur à l'université de Sydney, qui s'appelle Pavlov's Legacy, How and What Animals Learned. Bon, du coup, c'est en anglais. Mais c'est une bonne intro sur... c'est une revue du dernier siècle de la recherche en psychologie, en apprentissage, conditionnement, etc. C'est une bonne introduction pour peut-être des étudiants en licence, ce niveau-là à peu près. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas de ref
exprès sur le préconditionnement sensoriel. Ça reste vraiment très très niche, mais quand même j'invite les gens à juste faire attention à ce qui peut les conditionner justement dans leur environnement. Parce que, conditionnement direct, c'est facile à repérer, mais préconditionnement sensoriel, c'est un tout petit peu plus élaboré. Et pourtant, j'ai plein d'exemples qui montrent qu'on le subit tous les jours, quoi. Donc juste se questionner à ça. T'as un exemple en tête quand tu nous dis ça ? Ouais, alors, tout ce qui est... je souhaite à personne, mais les syndromes de stress post-traumatique, où justement, tu vas réagir de manière... émotionnel à un stimulus qui ne devrait pas qui ne devrait pas te déclencher cette réaction. C'est une forme exagérée, généralisée de ce genre de phénomène. Mais sinon, même dans l'art, par exemple, en présentation, l'exemple que je donne toujours, c'est les films où en fait, tu as un personnage qui va être associé à une musique. Donc tu fais cette association au début du film entre le personnage que tu connais pas forcément et cette musique-là. Et puis au fil du film, le personnage acquiert une personnalité ou fait des actions qui potentiellement peuvent te plaire ou pas te plaire. Si c'est un film d'horreur, par exemple, tu as Michael Myers avec la petite musique de Halloween, tu vois. Au fil du film, tu comprends que Michael Myers est en fait un gros psychopathe et qui tue les gens, donc tu as cette aversion. Et donc, si je te refais écouter la musique, tu vas avoir une émotion négative qui participe à créer une ambiance, tu vois. C'est pour ceux qui ont vu la musique de Requiem for a Dream, qui m'a traumatisée pendant des années. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le conditionnement d'ordre supérieur dans le cinéma et dans l'art en général, c'est très, très utilisé et c'est hyper puissant. Je n'écoute pas cette musique pour des raisons évidentes qu'elle est horrible. C'est pas la faute de la musique. Hein. Oui, voilà, alors que de base, elle est censée plus ou moins être neutre. En fait, elle est cool, mais quand tu l'expérimentes dans le mauvais contexte, c'est fini. Dans le contexte du film, ça change beaucoup de choses. C'est ça. Sachant qu'il y a un lien un peu... on peut faire un lien avec l'addiction un peu, où tu peux avoir des cues qui sont dépendants de ton environnement. Et est-ce que tu peux pas avoir ce système de préconditionnement où tu vois des choses qui n'ont pas été associées directement peut-être te ramener dedans Ouais, complètement. Si. Je suis pas sûre qu'on l'étudie beaucoup. Enfin, en tout cas, ça me dit rien parce que justement, le préconditionnement sensoriel, j'avais jamais vu, même dans mon domaine. Mais il y a des chances qu'il y a des gens qui étudient spécifiquement du coup, les cues, les stimuli conditionnels, et qui doivent s'intéresser à justement d'autres trucs déjà associés qui seraient s'associer dans le marketing, le conditionnement, c'est hyper utilisé, quoi. De toute façon, ils prennent tout ce que nous on sait et ils se disent tiens, comment on peut exploiter ça pour faire de l'argent. Exactement. Ça marche. Hein. Oui, ça marche. Comme quoi, on avait bien cherché avant. C'est ça. Est-ce que tu as ta reco ? Oui, j'ai ma reco. Magnifique. Donc, c'était les revues du monde. C'est pourquoi le corps humain est cheaté. Cheaté ? Ok. C'est un épisode de plutôt biologie des revues du monde qui, d'habitude, elle fait plutôt... Charlie Danger, elle fait plutôt tout ce qui est archéologie, anthropologie, tout ça. Et là, c'est un épisode sur le fonctionnement du corps humain et ce qui ferait qu'en tant qu'espèce... Quelles sont les particularités qui font que nous, plus que les autres, on a réussi à coloniser le reste, à dominer le reste des espèces. Ok. Donc c'est un peu. Cool. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, machin. C'est un peu décortiquer. Qu'est-ce qui nous a amené à nous peut-être être meilleurs, pas meilleurs, mais disons, à réussir à battre les autres sur plein d'aspects. Sapiens de Noah Harari, je crois, qui répond un peu aussi à cette question. Enfin, en tout cas, qui l'étudie. Trop bon livre aussi. Je recommande. Ok, trop bien. Et toi, t'as une reco ? Parce que tu fais le malin, là. Petite série. En fait, je sais ce que tu vas dire. À la base, je voulais la dire avant toi, parce que j'avais peur que tu prennes cette reco. Tu veux dire parce qu'on a les mêmes références ? Parce qu'on la regarde ensemble aussi. La série est en Killing Eve, qui est une série un peu pas si récente. Je pense que ça a une dizaine d'années. Petite série de 4 saisons qui est une adaptation d'un roman britannique à la base, il me semble, et qui a été notamment écrit par Phoebe Waller-Bridge, celle qui a fait Fleabag, je pense qu'il y a une rêve qui parle à plus de monde. Et c'est c'est antérieur à Fleabag, et c'est un duel à distance entre une femme tueur à gages et une enquêtrice du MI6, Enfin, une enquêtrice, du coup, à la base, non, mais ça va se développer. Et donc, c'est un antagonisme entre ces deux personnages féminins forts et atypiques. Et c'est super bien écrit. Les scènes sont souvent très drôles, touchantes aussi. Je trouve que ça varie exceptionnellement bien entre
la drôlerie et d'un coup c'est très émouvant et il y a beaucoup de tension aussi et d'un coup c'est improbable à l'anglaise. Bon voilà, il y a un côté très anglais, donc si vous aimez ce genre de divertissement, on vous le recommande très fort. En tout cas, on est milieu de saison, fin de saison 1 et c'est super. Ouais. Après, c'est pas ma faute si la suite est... Désolé, si c'était pas ouf, je ne l'ai pas vu. Cool. Donc voilà. Bon, mais trop cool. On va pouvoir s'arrêter là. Ouais. C'était un super épisode. Merci beaucoup. Ouais, merci pour Est-ce que ça t'a plu comme expérience? Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Parfait. Nous, on peut se retrouver sur plein de réseaux, notamment et principalement Instagram. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez passer, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a envie de passer. C'est avec plaisir. Nous, on est toujours chaud pour recevoir des gens de tout domaine, en fait. Donc voilà. On a un super Patreon. S'il vous plaît, allez vous abonner. Parce que la mixette est en train de mourir. On a des petits stress. À chaque fois, on va avoir besoin d'investir. Donc, s'il vous plaît, c'est le moment. Et si vous pouvez même, sans aller forcément donner de l'argent, aller sur le Patreon et vous abonner. Comme ça, vous avez un petit suivi. Nous, ça nous fait des stats. Et dessus, vous avez un suivi de notre actu. On va en faire des petits posts de temps en temps, donc vous aurez quelques détails en plus d'Instagram. Et puis voilà, même si vous pouvez pas donner d'argent, c'est cool de nous donner quelques stats, ça nous aide forcément. Et donc ça, c'est super. Et voilà. Et Discord aussi. Ouais, vous pouvez sinon vous connecter sur le Discord. Ouais. Et sinon, vous nous retrouverez aussi sur des affiches que nous venons d'imprimer et que nous allons répandre un peu partout en France, je l'espère. En France, on commence ça partout. Notre réseau commence à s'étendre, donc on arrive. Faut que tu conditionnes tes auditeurs. Là. Exactement. Je te donne toutes les clés. Si vous voyez des affiches vertes, écoutez des épisodes de TZ. Voilà. Bientôt, le vert sera tout à fait associé à nos deux têtes. Trop bien. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Ouais. Salut, à la prochaine. À bientôt. À bientôt.